Une forme compulsive, frénétique de démocratie participative fait défiler les sujets. Médiamétrie a en plus récemment rendu une étude qui donne sa mesure au scrolling. 26 millions de Français sont sur Facebook au moins une fois par jour. Donc tout le monde a désormais beaucoup d'amis et de followers. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'on est devenu plus sociable ? Alors oui, on voit passer des selfies du maire de Champignac à la fête de l'Espadrille. Mais est-ce qu'on réinvente le collectif ? Ou bien est-ce que tout ça n'est qu'une petite proclamation narcissique de plus? À Fordance, on a montré que ça veut dire système d'offres non contraignantes en réseau qui suggèrent leur utilisation. Les startups créent des feuilles blanches, vous les remplissez, la fameuse feuille blanche. Est-ce que les bonnes choses sont spontanément au rendez-vous? On va faire un premier constat sérieux pour commencer. L'intelligence collective pose deux problèmes, celui de l'intelligence et celui du collectif. Collectif suppose que ce soit massif. Or, si les usages d'Internet sont massifs, la collaboration, elle, demeure limitée. Surtout si, par exemple, on prend Wikipédia, qui est quand même le flagship de l'intelligence collaborative, le vaisseau amiral de l'intelligence collaborative sur Internet, et c'est bien lui. Alors, on commence par des résultats qui font un peu peur. On constate sur septembre 2013, janvier 2014, que seuls 0,0002% des utilisateurs de la version francophone sont considérés comme des contributeurs actifs, c'est-à-dire ils ont réalisé 5 modifs au cours des 4 mois qui ont passé, soit 4500 personnes sur 20 millions finalement de visiteurs mensuels. Maintenant, ce nombre de contributeurs ayant effectué plus de 3 modifications par jour, donc rien à voir, des contributeurs encore plus actifs, se réduit quant à lui à 713 personnes pour la version francophone. Finalement, 713 contributeurs vraiment actifs sur Wikipédia face à 20 millions d'utilisateurs sur le Wikipédia français. Conséquence, il n'y a pas participation massive, on l'a compris. Et en plus, on n'est pas du tout dans la fin de l'autorité, mais on est dans une discussion sur la légitimité. Le problème de Wikipédia n'est pas l'amateurisme ou le professionnalisme, mais le fait que les nouvelles formes d'autorité mises en place commencent à être subverties par des formes d'autorité plus anciennes. Il faut voir des exemples un peu plus doux. Quand l'amitié israélo-palestinienne fait le buzz, par exemple. Jews and Arabs refuse to be enemies. Ce mouvement date de 2014. Il a été porté par 2 étudiants américains, Dania Darwish, 21 ans, qui est musulmane, elle est née à Damas, Abraham Gutman, 23 ans, juif new-yorkais. Le 10 juillet, donc, il crée sur Facebook la page Jews and Arabs refuse to be enemies et poste sur Twitter une photo d'eux-mêmes avec des pancartes et portant le slogan. Le succès est immédiat, la page Facebook enregistre aujourd'hui 66 000 likes. Sur Twitter, l'exemple des 2 étudiants est suivi massivement, des couples mixtes, des familles, tout le monde publie sa photo avec le hashtag. Alors, maturation des réseaux sociaux, montée du sens critique des internautes, qui deviennent de plus en plus acteurs du changement. Bien là encore, effectivement, à Fordance, encore, nouvelle utilisation, cette discussion très sérieuse va choisir des symboles encore plus insolites et se décliner sous une autre forme. Rebolote ailleurs, donc, page Facebook encore avec en gras « The Hummus Initiative ». Alors l'idée, c'est d'envoyer un selfie en train de déguster la fameuse purée de pois chiches, le hummus, spécialité proche-orientale. L'idée, c'est également, finalement, de faire passer quelque chose qui soit suivi sur Twitter avec un hashtag Hummus Selfie. Pourquoi le hummus? Tout simplement parce que le mouvement cherche à montrer les points communs entre les 2 peuples en guerre plutôt que ce qui les sépare. Et ça génère une bonne dose d'humour dans les photos postées. Et puis ça dit quelque chose de très audible. Mais est-ce que ça encourage le commitment? Clay Shirky a parlé par exemple du site icanhascheeseburger.com comme un exemple de ce qui se passe quand notre surplus cognitif se transforme en l'acte créatif, je le cite, le plus stupide possible. Ça veut dire donc que ce n'est pas très intelligent. Et bien sûr, sur ce site sont publiées chaque jour des centaines de photos de chats, chacune illustrant une histoire imaginée par l'internaute. Pour Clay Shirky, ces initiatives sont négligeables, mais malgré tout, pas tant que ça. Elles ne sont pas relativisées, elles sont même parfois remarquables, car elles ont le mérite de déloger l'internaute du rôle passif face à la télé, d'une part, ou aux médias mainstream, dans un rôle en tout cas passif, et de le placer dans un rôle actif sur le web, puisqu'il monte aussi globalement ces petits films, et il se doit d'être créatif. Il y a donc des projets beaucoup plus indiscutables, malgré tout, que ces diversités autour de l'entertainment. Il y a notamment Patient Like Me, qui permet aujourd'hui à des malades atteints de maladies rares de se soutenir moralement et de partager leurs symptômes pour faire avancer la recherche. Une communauté intelligente créée en 2004 aux États-Unis par 3 ingénieurs du MIT.
En clair, les patients enregistrés partagent des informations personnelles telles que l'âge, le sexe, l'état de santé général, mais aussi le contenu de leurs dossiers médicaux, incluant bien sûr des diagnostics reçus, des traitements prescrits et leurs effets observés. Ils peuvent ainsi se comparer à d'autres patients atteints de la même maladie, ayant un profil similaire et pourquoi pas récupérer des protocoles. Ou Shahidi encore, un site témoignage en matière d'intelligence qui s'appelle justement Témoignage en Swahili, un site web né en 2008 qui rapporte finalement sur une carte aujourd'hui les violences post-électorales ou toutes les violences dans le monde lorsqu'elles sont très peu couvertes au niveau médiatique. Le site est né au Kenya, c'est devenu un outil indispensable pour les ONG aujourd'hui afin de repérer, encore une fois, ou de rapporter des besoins humanitaires dans des pays en crise où l'information circule difficilement. Ori Okolo au départ, donc à Fordance encore et Entraide. Ori Okolo, la créatrice, est une activiste kenyane. Elle utilise un blog, son blog de départ, donc pour proposer un point de vue et échanger avec d'autres internautes. En décembre 2007, l'élection présidentielle donne lieu à des violences au Kenya et les médias sont bridés. Son blog Pundit devient donc un des rares espaces d'information libre sur les événements et Ori Okolo propose à ses lecteurs de lui envoyer par email des descriptions d'événements auxquels ils assistent. Très vite, elle est débordée par le nombre de messages et la blogueuse publie un billet qui lance l'idée d'une plateforme dédiée. Le billet est lu par 2 développeurs web et en 3 jours, ils codent la plateforme Ushahidi, un outil donc de collecte d'informations, de visualisation, de cartes interactives permettant d'agréger automatiquement et de référencer de manière géographique des événements par email ou par SMS. Affordance réussit, l'intelligence est au rendez-vous, enfin elle peut l'être. D'un côté, le like de Facebook qui nous entraîne dans le petit monde de la caconomie. Cette caconomie, le plus simple, c'est de laisser Gloria Origi, qui a créé le concept, nous en parler. Caconomie, ça veut dire une étrange, mais très largement partagée préférence pour des échanges médiocres, tant que personne ne trouve à s'en plaindre. Et Gloria Origi a spécialement formaté ce constat sur Facebook. Plus précisément, la caconomie est régulée par une norme sociale tacite qui vise à brader la qualité des échanges dans une espèce d'acceptation mutuelle. Pour un résultat médiocre, l'idée c'est de satisfaire les 2 parties aussi longtemps qu'elles continuent d'affirmer publiquement que leur échange revêt en fait une forte valeur ajoutée. Bref, c'est un mensonge collectif, c'est un mensonge qui fait croire en la valeur de ce qui s'échange. Maintenant, il n'y a pas que du low exchange sur le web. Les affordances, on le répète, sont nombreuses et toutes les affordances sont possibles sur le web. Exemple de fin, lettre F, OK, il y a Facebook, mais il y a aussi Foldit. Foldit, c'est un jeu vidéo où les internautes peuvent jouer à la manière d'un puzzle sur de vraies protéines. Grâce au ludisme, ce serious game génère des résultats qui parfois dépassent les attentes des scientifiques et créent de nouvelles avancées. Certains résultats, même obtenus en quelques semaines par ces joueurs sans aucune connaissance scientifique, ont pu résoudre des problèmes vieux de 10 ans. Le jeu propose donc aux joueurs, seuls ou en équipe, de triturer les chaînes d'acides aminés d'une protéine virtuelle pour trouver sa véritable forme, en respectant les règles de base de la chimie. Près de 300 000 personnes ont joué à Foldit depuis son lancement en 2008. Et en 2011, une équipe de joueurs a trouvé la forme d'une enzyme qui expliquerait la formation du sida chez le macaque. C'est une avancée significative de la recherche contre le sida chez l'homme. Le créateur, Seth Cooper, est parti d'un constat simple. Les gens ont des capacités de raisonnement dans l'espace bien supérieures à celles des ordinateurs. Voilà, donc Foldit va mettre en commun des cerveaux humains grâce à un jeu vidéo. Maintenant, bien sûr, vous me direz, tout n'est pas aussi simple qu'un jeu vidéo, c'est vrai. La réalité sociale et géopolitique, par exemple, est incroyablement plus complexe que ne l'imaginent certains géants californiens. Si Twitter et Facebook ont joué un grand rôle dans le soulèvement des pays arabes, la technologie n'a été d'aucune utilité quand il s'est agi de remplacer les dirigeants renversés.